Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très honorée d'être avec vous aujourd'hui et d'animer ce panel qui va être de très grande qualité. Je pense que vous l'avez compris, les sujets qu'on aborde ne sont pas évidents. Ils sont chargés d'histoire, compliqués pour nous tous et nous toutes, parce qu'on parle évidemment de racisme quand il tue brutalement ou quand il tue à petit feu. Et même si le sujet n'est pas évident, on va quand même essayer de rendre cette conversation intéressante, pertinente et aussi salvatrice. Je vais demander à mes invités de monter, enfin mes invités, non, c'est les invités du festival, moi je ne fais que présenter tout ça. Je vais demander à Yasser Louati d'abord de me rejoindre sur scène, militant des droits humains, que vous avez d'ailleurs vu dans le film. Rebonjour Yasser, je t'en prie, assis-toi. Je vois aussi au premier rang qui s'apprête à monter Madame Assa Traoré du comité Justice et Vérité pour Adama, militante française contre le racisme et les violences policières. Je t'en prie Assa, rejoins-nous. Je me tourne à ma gauche pour aller la chercher. Elle nous a fait l'honneur d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour Madame Angela Davis, je vous en prie, montez avec nous sur scène. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter? Militante afro-américaine, professeure de philosophie, écrivaine. Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des escaliers par ici? Oui. Je vous en prie, madame. Et enfin, c'est un peu une invitée surprise qui va nous faire l'honneur. Alors, je crois que ma place est ici. Allez-y, je vous en prie. C'est une invitée surprise que je vois dans le coin qui nous a fait l'honneur d'être aussi parmi nous aujourd'hui, qui est Rokhaya Diallo, et qui va nous donner une introduction à cette conférence. C'est déjà très émouvant, je pense, pour tout le monde dans la salle et pour moi aussi de vous voir tous ensemble côte à côte, parce que les combats que vous menez traversent plusieurs pays et des sujets qui nous intéressent et qui nous inquiètent tous. Rokhaya, je t'en prie, à toi la parole. Oui, merci. Bonsoir. Bonjour, pardon. Merci beaucoup. Je suis très émue à la suite de ce qui vient d'être dit et qui nous ancre dans le contexte local, et c'était extrêmement important. Donc je remercie les collectifs d'avoir pris la parole. Je prendrai la parole qu'une seule fois en introduction pour faire la transition entre ce film, la belle intervention que nous avons eue et votre conversation qui est très prometteuse. Donc le film Le Repli évoque l'inquiétante dérive de ce qui se passe en France, mais aussi l'oppression systémique des personnes en situation minoritaire, qui est un phénomène global ancré dans l'histoire multiséculaire de l'esclavage, de la colonisation et du capitalisme. Vous l'avez entendu, la Suisse est loin d'être exempte. Je suis d'ailleurs consciente de m'exprimer ici dans un pays où de nombreuses personnes expérimentent localement les affres du racisme systémique. Je ne peux ignorer le contexte et l'environnement immédiat dans lequel se déroule la discussion qui va suivre, et je remercie encore une fois les collectifs de nous avoir adressé ce rappel salutaire. Il est de plus en plus... Nombre d'entre vous sont venus pour entendre la parole d'Angela Davis, d'Assa Traoré, et découvrent aujourd'hui une partie de l'histoire de Yasser Louati. Ce sont 3 personnes qui, sous des formes différentes, ont été exposées à la brutalité de la violence institutionnelle en France et aux États-Unis. L'iconisation et l'individualisation des luttes tentent à faire oublier les êtres de chair et de sang qui éprouvent à leur niveau les conséquences irréversibles des logiques d'État qui frappent les groupes marginalisés. Ainsi, au Brésil, la courte vie de l'élue brésilienne Marielle Franco, militante pour les droits des femmes, des LGBTQIA, des Noirs et des plus pauvres, de manière générale, s'est brutalement achevée en 2018 par 5 balles dans la tête. Marielle Franco a payé de sa vie son courage. Mais à travers le monde, combien de militants, combien de militantes sont ainsi réduits au silence? Les cas d'assassinat comme celui-ci sont sans doute les plus tragiques. Il existe toutefois bien des manières de faire taire les activistes. Nous connaissons tous et toutes l'histoire de Madame Angela Davis, sa confrontation avec le système judiciaire et policier états-unien. Son engagement n'a pas failli depuis,
Et nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir bénéficier de l'expertise qu'elle a développée avec des décennies de lutte et de réflexion. Si Assa Traoré est aujourd'hui reçu triomphalement à Genève, son propre pays se montre autrement moins bienveillant à son égard. Non contente de ne lui avoir jamais accordé, ni à sa famille, le droit de voir les gendarmes à l'origine de la mort de son frère comparaître devant la justice, la France lui a apposé un stigmate qui permet aux médias et aux institutions de la diaboliser chaque jour. Tandis que ses frères ont été exposés à une brutale répression policière, il lui est impossible de prendre la parole dans une institution comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui, sans que cela ne provoque de controverses. Yasser Louati, quant à lui, a vécu la solitude du harcèlement judiciaire, sans que la plupart des personnes dont il défend quotidiennement les droits n'aient même conscience de la cruelle expérience qui était la sienne. Ça mérite, je pense, des applaudissements. Je tiens à souligner la vulnérabilité spécifique des femmes lorsque se déploient les violences d'État. Et parmi ces femmes, certaines sont particulièrement marginalisées. En France, alors que MeToo est sur toutes les lèvres, les femmes musulmanes voient l'État autoriser de plus en plus amplement la possibilité de mesurer l'adéquation de la longueur de leurs vêtements aux valeurs de la République. Les personnes... Merci. Les personnes transgenres, en particulier les femmes et les personnes non-binaires auxquelles sont refusés les droits reproductifs, font face aux crimes de haine. Les femmes en situation de handicap qui sont confrontées à un quotidien et à des politiques hostiles qui les ignorent, se battent dans un silence étourdissant. Et le film montre combien cette violence est déployée contre les milliers de personnes déplacées par la migration. En 2016, le lendemain de la mort d'Adama Traoré, 2500 réfugiés, dont une centaine de femmes et d'enfants, étaient évacués sans ménagement de leur habitation de fortune par la police à Paris. Et cette violence se déploie en dehors de nos frontières, avec des dispositifs comme Frontex, qui prétendent protéger nos frontières, comme si nous étions en guerre, mais qui en réalité mettent en péril chaque jour des centaines d'individus. Cette semaine, 60 exilés, des enfants, des femmes et des hommes, tentant de joindre l'Europe depuis la Libye, sont morts de faim et de soif. Selon les ONG, leurs appels au secours ont été ignorés. Morts de faim et de soif aux frontières des pays les plus riches du monde. Leur funeste destin se joint à celui des 2500 disparus dans des circonstances analogues en 2023. En 10 ans, depuis 2014, ce sont près de 30 000 personnes que nos démocraties ont laissé mourir aux portes de l'Europe. Et nous savons que ces personnes ont fui des circonstances politiques et économiques insupportables, dont bien souvent les sources se trouvent dans les oppressions dont bénéficient nos nations. Comment ne pas oublier que des pays comme les États-Unis et la France arment Israël, qui massacre en ce moment même la population palestinienne. Comment ne pas oublier que le calvaire qui est vécu par les Congolaises et les Congolais trouve sa source non seulement dans l'histoire coloniale du Congo, mais aussi dans notre train de vie de nations occidentales. C'est pourquoi nos luttes doivent se placer à un niveau international et nos solidarités transfrontalières. Et je me réjouis d'entendre une conversation transatlantique qui y fera écho. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rokhaya. Tu as pris le temps de saluer chacun de nos invités. On pense aussi à toi et on pense à te saluer parce qu'évidemment, tu fais partie de ceux qui, en France et maintenant dans le monde entier, ont mis sur le débat la notion de racisme systémique. On fait partie aussi de ceux qui ont parlé de violence policière très rapidement. Donc, si on est là aussi, c'est un peu un pont transgénérationnel et on est un peu les héritières de toutes ces luttes-là qui ont été menées bien avant nous. Donc, encore une fois, moi, je suis très émue d'être en votre présence. Bravo à vous quatre pour l'ensemble de vos combats parce qu'on est très fiers et on est surtout encore à vos côtés pour lutter aussi longtemps qu'il le faudra dans tous les pays, en Suisse, en France et aux États-Unis.
Rokhaya, tu parlais du film. On va d'abord y revenir parce que je pense que c'est important qu'on revienne sur ce que vous avez vu à l'écran, donc le film Le Repli. Vous pouvez aussi applaudir le réalisateur, que je ne sais pas où il est, mais ah si, il est à ma gauche. Joseph Paris. Je vous en prie. Bravo pour ce film. Je crois que je ne me trompe pas si je parle au nom de toute la salle et que je vous dis qu'il est bouleversant, qu'il est angoissant et qu'il est aussi criant de vérité, donc bravo. Et merci de nous l'avoir permis de le regarder tous ensemble aujourd'hui. Évidemment, je pense aussi à Yasser Louati qui est juste en face de nous et qui fait partie qui est en fait le protagoniste central de ce film. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un film qui parle du climat en France post-attentat, post-2015. Les premières images, c'est vous, en plateau télé. On a tous connu ici, là, autour de ces tables-là, ce que ça veut dire être en plateau télé après des moments comme ça de crise politique majeure. Est-ce qu'aujourd'hui encore en France, il y a cette suspicion permanente envers les musulmans de leur dire désolidarisez-vous au moindre fait, que ce soit un attentat, que ce soit des attaques terroristes sur le sol français, que ce soit aussi pour des questions géopolitiques. Rokhaya Diallo parlait de la situation Israël-Palestine. Est-ce qu'on est encore en France dans cette suspicion généralisée envers les musulmans et comment elle se traduit aujourd'hui? Est-ce que ça s'est durci depuis 2015? Alors, merci Rokhaya pour cette introduction et merci à toi Nesrine. Encore une fois honoré de rencontrer Angela Davis en personne. J'appartiens à cette génération qui a grandi en la regardant et en suivant ses combats. Et alors, cette suspicion, avant, c'était désolidarisez-vous du terrorisme et dites que vous condamnez. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, c'est on ne veut plus que vous soyez là. Et on ne se cache plus pour le dire, on ne passe plus par des biais de menaces X ou Y. Il y avait la menace, la triple menace, pardon, qui était la menace identitaire, la menace sécuritaire et la menace économique qui prennent nos emplois. Aujourd'hui, on dit sans s'en cacher aujourd'hui dans les grandes chaînes, pardon, je suis enrhumé, les grandes chaînes françaises ou ailleurs, vous n'avez rien à faire ici. À des personnes qui sont là depuis 3-4 générations et à qui la France doit en partie sa liberté durant la Seconde Guerre mondiale. On n'oublie pas les goumiers marocains, les tirailleurs sénégalais et toutes les personnes qui ont été mobilisées dans les colonies, des personnes envers qui la France doit à une dette colossale de son bien-être économique, qui a reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est les travailleurs noirs et arabes qui ont été amenés de bon gré mal gré pour reconstruire un pays qui avait été trahi par les élites françaises. Et on dit aujourd'hui à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, vous n'avez rien à faire en France. Au contraire, je pense que cette suspicion est aussi l'expression de ce que Malcolm X appelait white guilt, c'est que la France ne veut pas reconnaître cette dette envers ces personnes-là, parce que leur simple présence rappelle l'histoire de la France en Afrique, dans les Antilles, en Asie et ailleurs. Et pour citer un rappeur qui vient de chez moi, Kerry James, toute histoire a son départ. Et aujourd'hui, si on aborde ces sujets-là, c'est qu'à un moment, c'est vous qui avez décidé de lier votre histoire à la nôtre. Et on vous suit, justement, enfin on te suit, je ne sais même plus si je dois vous tutoyer ou vous voyez, parce que j'en connais 3 sur les 4 et je ne connais pas Madame Davis, donc je vais la vous voyer, mais je vais me permettre de tutoyer les 3 autres que je connais très bien. Mais on te suit justement en train de préparer tes émissions, on a l'impression que tu te prépares... Ok, j'ai le droit de tutoyer Madame Davis, si c'était pas déjà un grand privilège. On te suit justement dans tes préparations avant les émissions, on a l'impression que tu te prépares à aller sur un ring de boxe, tu es tout seul, tu te chauffes, tu réfléchis, tu répètes, et on a conscience en te découvrant à quel point ce sont des étaux, parce que Rokhaya l'expérimente aussi, c'est-à-dire que tu y vas en sachant que ta parole peut être détournée, en sachant qu'on peut te couper aussi la parole, en sachant que tout peut être instrumentalisé. La scène de CNN, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, où ils débattent de ce que tu viens de dire, en se moquant de toi quand tu n'es plus là. Comment on fait justement pour déjà se préparer à ce type d'intervention, et quand est-ce qu'on accepte d'aller sur ces plateaux-là et quand est-ce qu'on refuse? Ça se joue à quoi le jugement? En fait, il y a toujours un travail que je dirais spirituel, c'est déjà toujours garder à l'instant présent cette question, pour qui je fais ça et pourquoi? Il ne faut pas que ce soit une question d'ego ou de demande de visibilité, parce que sinon on va commencer à plus être centré sur soi-même que sur la lutte qu'on défend.
Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que l'horizon qu'on défend n'est plus le nôtre, c'est un horizon qui est beaucoup plus large. Et à partir de là, c'est que chaque préparation, des fois, c'est 2 heures de préparation pour 2 minutes. Mais parce qu'on se dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. La personne en face peut se tromper, elle peut même mentir, on la réinvitera. Mais moi, on ne me pardonnera rien. Donc, dans ce cas-là, il va bien falloir on ne peut pas tout maîtriser, mais c'est vraiment brosser tous les angles d'attaque, savoir les préparer, et généralement, on ne s'en sert pas, mais au moins parce qu'on l'a préparé, c'est comme si on s'était étiré pour être flexible. Et l'autre point, c'est bien entendu, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Après 2015, c'était compliqué de refuser parce que j'ai toujours gardé en tête que l'État a tous les moyens de fabriquer un discours, de l'imposer, pire encore, d'imposer une réalité à laquelle on doit se conformer. Donc il crée une réalité ex nihilo et c'est à nous de nous adapter. Et dans ce cas-là, je me suis dit, je ferai tous les plateaux. Et post-2015, j'avais fait la première de CNN, qui était, je crois, ma toute première intervention télévision, une sacrée interview pour le dire, mais en même temps de me dire, donc c'est comme ça, on va squatter au maximum. Et j'ai la chance de ne pas être 3 langues, français, anglais, arabe, donc j'ai été au maximum en me disant, s'ils sont là à fabriquer un discours, il va falloir multiplier les angles de tir, pardonnez-moi l'analogie, pour pouvoir y répondre. Et je sais que ça a marché parce que une fois à l'OSCE, maintenant je peux le dire ce que s'est passé, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un mini-ONU de 56 États membres basé à Varsovie. Quelqu'un est venu me voir parce qu'il avait une certaine sympathie, il m'a dit « Yasser, l'ambassade de France a demandé à ce que tu sois blacklisté ». Parce que justement, en fait, ce que tu es en train d'exposer les met en porte-à-faux vis-à-vis des autres États membres. Et là, j'avais compris, il faut intervenir au maximum. La seule ligne rouge que je me trace, c'est ne pas intervenir dans des médias qui sont ouvertement d'un bord politique que je combats. Mais c'est vrai que souvent, et je pense que c'est ton cas à toi, et aussi à Rokhaya ou Madame Davis ou Assa, on sait que quand on intervient, le jeu est truqué. C'est toujours 3 contre 1, 4 contre 1, un temps de parole qui est minimisé, on coupe la parole. Mais si on ne dit pas ce qu'on a à dire, personne ne le fera à notre place. À ça, on te voit, toi aussi, dans le film. Et depuis 2016, tu portes une parole qui est importante parce que tu dénonces le crime qu'a subi ton frère. Tu as été un peu poussé dans l'arène médiatique par la violence et l'obligation. Comment tu l'as vécu, justement, cet étau médiatique-là? Est-ce que tu as tout de suite compris la mécanique qui se jouait? À quel point aussi on fait souvent des victimes de violences policières des coupables? Est-ce que tu l'as très vite compris, cette mécanique-là qui s'imposait à ton frère? Et j'aimerais aussi que tu nous parles, parce qu'il y a eu des rebondissements assez récents par rapport au parquet général. Et il y a eu un lien de causalité qui a été fait entre la mort d'Adama et la manière dont il a été interpellé. Est-ce que tu peux justement parler de ça, raconter déjà comment tu l'as vécu et ensuite maintenant comment tu continues médiatiquement à imposer en fait l'évolution judiciaire qui concerne la triste mort d'Adama Traoré? Bonjour à vous tous, merci en tout cas de nous recevoir. Bonjour Nisrine, c'est un honneur en tout cas pour moi d'être là aujourd'hui, c'est un honneur pour moi en tout cas de porter le nom de mon frère et que vous puissiez en tout cas porter le nom Adama et des victimes qui est en France. Merci aussi au collectif Afro-Suif et qui ont pris la parole et au nom des autres collectifs, parce que c'est important. Moi, on ne peut pas prendre la parole si la parole de ceux qui sont ici ne sont pas puissantes. On ne peut pas prendre la parole ailleurs, n'importe où dans le monde, si la parole des autres n'est pas puissante. C'est comme ça qu'on peut avancer et c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Merci à vous en tout cas d'avoir fait partager ce qui se passe ici, les noms, des noms qu'on remportera aussi avec nous en France et on pourra dénoncer à vos côtés tous ces combats. Et ces combats de violence policière aujourd'hui qu'on porte, moi ça fait 8 ans que je suis là. Mais on ne peut pas le dire si on ne parle pas d'endurance. Il faut être endurant dans ces combats. Il faut être endurant, il faut avoir de la force, il faut avoir de la force physique, il faut avoir de la force psychologique, il faut avoir de la force financière. Il faut être puissant parce que aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que nous sommes tous devenus des soldats malgré nous. Nous avons un système qui a créé en nous des soldats pour tenir debout, des soldats pour leur tenir tête, des soldats pour leur dire que personne n'a de droit de mort sur qui que ce soit, des soldats pour leur dire qu'on continuera à parler et qu'on continuera à imposer nos voix où que ce soit,
même en France, on a imposé la question des violences policières avec le nom de mon petit frère. Oui, Nisrine, quand Adama va mourir, personne n'est préparé à la mort d'un proche, personne n'est préparé à la mort de qui que ce soit. Je me suis même jamais dit que la police allait tuer un de mes petits frères. Pour vous dire que j'étais tellement loin de ça, juste pour vous raconter la toute petite anecdote, quelques heures de la mort de mon petit frère, je partais en voyage avec mon travail et j'étais partie chez ma mère pour déposer mes enfants et j'avais vu tous mes petits frères sauf Adama et j'ai attendu jusqu'à 17h et aux alentours de 17h30 je l'appelle, je lui dis mais Adama t'es où, je t'attends, je voulais te faire un bisou avant de partir et il m'a dit pourquoi tu pars, j'ai dit oui je pars en déplacement professionnel et je voulais juste embrasser, il m'a dit est-ce que tu veux que je revienne à ça, je lui dis non continue avec tes copains, je reviens la semaine prochaine. Ton cadeau arrive parce que mon frère est mort le jour de son anniversaire. Mon frère a été tué le jour de ses 24 ans. Et je lui ai dit que je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Et il m'a dit, lundi, tu reviens à l'aéroport. Et je lui ai dit, oui, de l'aéroport, je reviens à la maison. C'était tellement loin de nous, c'était tellement loin de lui qu'on ne s'était même pas posé cette question. Et en sortant de mon quartier, je croise les gendarmes. Et c'est le réflexe que j'avais, c'est le réflexe que beaucoup de gens ont dans les quartiers. C'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé chez moi, j'ai dit, maman, les gendarmes sont rentrés dans le quartier, il y avait mon frère qui était à la maison, qu'il aille chercher les autres et qu'il rentre à la maison. Et on avait peur. J'étais loin de me dire que mon frère allait mourir, mais j'avais peur que quand la police est arrivée, j'ai appelé. Et le lendemain, mon frère est mort. Et quand mon frère est mort, j'ai dit cette phrase, on a tué mon frère, mais on ne tuera pas son nom, et je veux que le monde entier sache qu'on a tué mon petit frère. Et c'est ce qui m'a fait tenir déjà jusqu'en septembre, parce que je ne voulais pas qu'on oublie mon frère. J'ai dit, mon frère est mort en été, et j'avais peur que mon frère devienne un fait divers, et je ne voulais pas que le nom de mon frère parte dans l'oubli. Et j'ai dit, je veux que le monde entier sache qu'en France, on a tué un homme, on a tué Adama Traoré, on a tué mon petit frère le jour de ce 24 ans. Et j'avais cette colère en moi, j'avais cette rage, j'avais cette peine, j'avais cette douleur qui fait qu'il fallait qu'on existe à tout prix et qu'on impose cette question. Et cette question des violences policières a dépassé celle de mon frère, celle de la mort d'Adama Traoré, et qui a été la question de tous les Adama Traoré, où on ne pouvait même pas dire violence policière en France. Quand on disait violence policière en France, on se faisait attaquer. Rokhaya Diallo l'a dit au début, où on a peint une image d'Assa Traoré qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre, mais parce qu'on va imposer ces mots, on va imposer cette question de discrimination, de mort, de violences policières, des violences dans les quartiers, et on va se battre, et on va aller au front, et ces coups-là et ces fronts-là, on va les prendre, comme elle l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, on va enfermer tous mes petits frères, les 5 frères d'Adama Traoré vont aller en prison parce que des hommes noirs se sont levés et ont demandé la vérité et la justice pour leurs frères noirs, parce qu'en France, des hommes noirs n'ont pas le droit de se lever et réclamer la vérité et la justice quand leurs frères noirs meurent. Des hommes noirs en France, quand ils vont se lever, c'est soit on les voit à terre, soit on les voit sous terre, soit on les voit en prison. Et c'est comme ça qu'on les regarde, et c'est comme ça qu'on les voit. On met Adama Traoré sous terre, on met les frères d'Adama Traoré en prison, on met les amis d'Adama Traoré en prison. Et on va même, moi, je vais être mise en examen, je vais être assise sur le banc des accusés face aux gendarmes qui ont tué mon petit frère. Parce que j'ai dit dans la lettre j'accuse que les gendarmes avaient tué Adama Traoré. Et j'ai dit au juge, quand j'avais le dernier mot, parce que j'étais l'accusé. J'étais, moi, l'accusé face aux gendarmes qui ont tué mon frère. Ça se passe en France, ça ne se passe pas ailleurs, ça ne se passe pas aux États-Unis. On va beaucoup regarder ce qui se passe ailleurs, mais ça se passe en France. Mon procès a duré 2 jours. Et j'ai dit au juge que la lettre j'accuse va se rallonger et que je continuerai à mettre toutes les personnes qui ont entravé la manifestation dans la mort de mon petit frère. Et j'ai dit aujourd'hui, vous avez le choix de décider si vous voulez faire partie de cette liste ou pas. Parce que je continuerai à dénoncer le plus haut et le plus loin possible le nom de mon petit frère. Et je vais être acquitté. Je ne rajouterai pas le nom de ces juges à cette liste-là. Mais je vais être acquitté. Et quand on parle de violence policière, on ne peut pas parler que de la police. Il faut surtout parler de comment le système et comment l'État va aider à transformer un mensonge, va leur aider à transformer un discours et à une vérité. Quand mon frère va mourir, les gendarmes ne vont pas mentir. Les gendarmes vont dire la vérité.
Les gendarmes vont dire qu'Adama a porté le poids de leurs 3 corps, qu'Adama a porté plus de 250 kilos. Les gendarmes vont dire qu'Adama a dit « je n'arrive plus à respirer ». Les gendarmes vont nous dire qu'ils ont traîné Adama jusqu'au véhicule. Ils vont dire la vérité, ne vont pas mentir. Est-ce qu'on dénonce à travers ces questions des violences policières? Est-ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer à dénoncer? C'est tout ce qu'il y a autour. Comment l'État, comment ce système va créer un mensonge, va créer des policiers qui vont mentir, des procureurs et la justice. Et c'est tout ça, c'est comment on va mettre à nu, en tout cas, ce système judiciaire et qui va être là. Et pour répondre à ta question concernant les médias, moi, je ne fais pas de débat avec des personnes qui contredisent la mort de mon frère parce qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'Adama Traoré est mort. Donc, Assa Traoré, moi, je ne fais pas de débat. Quand je vais sur un plateau, je vois ceux sur le plateau, je dis ce que j'ai à dire. Sinon, vous m'invitez pas. Parce que je ne débat pas sur ce qui est fait, sur la mort d'un homme, sur la mort de celle de mon petit frère qui s'est fait tuer le 19 juillet. Et je leur dis, mais c'est à moi à qui il faut répondre. C'est à nous, les familles de victimes. Pourquoi ce jour-là, mon frère va-t-il mourir? Pourquoi nos frères meurent? Pourquoi il y a tellement de violence et de haine quand on les regarde? Pourquoi ils ont-ils un droit de vie et de mort sur eux? Pourquoi nous avons toujours pas de justice? Pourquoi la justice est-elle aussi longue? C'est à nous à qui il faut répondre. C'est nous qui posons les questions. Et aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour tout ça. Et oui, il y a une évolution dans la mort de mon petit frère, 8 ans après, qui est une victoire pour nous. Rappelez-vous, je vous le disais, j'ai été mise en examen parce que j'ai dit que les gendarmes avaient tué mon frère. Et j'ai eu un procès qui a duré 2 jours. Il y a 1 mois, la justice française, parce que nos avocats se sont battus, parce que les Français se sont battus, parce que le peuple français, parce que le monde entier, en tout cas, a mis le regard sur la situation en France. Il y a aussi aujourd'hui ici des membres de l'ONU qui sont là, qui ont aussi porter la voix et dénoncer en tout cas sur la question, les violences policières et la mort de mon petit frère. Et ils ont reconnu que les gendarmes étaient bien responsables de la mort d'Adama Traoré et que s'ils n'avaient pas croisé mon petit frère ce jour-là, ce 19 juillet 2016, qu'Adama Traoré ne serait pas mort. Donc oui, nous avons en tout cas, nous ne sommes pas fous, nous avons dit la vérité depuis le début et la justice n'a pu que le reconnaître, que les gendarmes sont responsables. Mais ils vont aller encore plus loin. Ils vont dire oui, les gendarmes sont responsables parce que nous avons pris ils ont fait une expertise en Belgique et les experts belges ont dit que les gendarmes étaient responsables. Nous avons fait une expertise internationale qui était avec l'expert de George Floyd et tout, qui a pris un collège d'experts de 9 personnes, qui va dire la même chose que les experts belges, que les gendarmes sont responsables. Mais la justice française va dire, nous demandons quand même un non-lieu, parce que Adama Traoré était grand et fort, parce qu'Adama Traoré était imposant. Donc les gendarmes ont dû user de la force nécessaire, parce que quand ce sont nos frères, quand ce sont des hommes des quartiers, quand ce sont des hommes noirs, quand ce sont des hommes de couleur, quand ce sont des hommes arabes, leurs corps peuvent porter de la violence, leurs corps peuvent porter en tout cas des forces. Et on justifie face à des policiers, à des gendarmes qui sont armés, qui sont formés, et de dire qu'ils ont dû user de la force nécessaire parce que Adama était grand et fort. Mais nous attendons un verdict qui va arriver le 16 mai où nous allons soit vers une mise en examen, soit vers un non-lieu, soit vers une reconstitution. En tout cas, on continue à porter le combat, on continue à le porter médiatiquement partout, on continue à imposer nos voix. Après, notre stratégie médiatique, c'est qu'on ne parle pas dans tous les médias, on les choisit. Il y a des médias qu'on refuse. Et en France, on n'a pas le tapis rouge pour les médias. Mais je pense qu'on a eu une très belle couverture médiatique dans l'affaire Adama Traoré, qui fait que le monde entier connaît l'affaire Adama Traoré.
Assa, tu faisais le pont avec les États-Unis, avec George Floyd. Moi, je me rappelle de la manif post-confinement à Paris devant le tribunal de justice. C'était imposant, c'était incroyable de voir toute cette jeunesse mobilisée qui arrivait à faire le pont entre ce qui pouvait se passer de l'autre côté de l'Atlantique et ce qui se passait chez nous en France. C'était un moment très fort. Angela, vous, justement, vous qui êtes américaine, vous avez très tôt, je crois, suivi Assa Traoré, son combat. Vous avez compris l'importance. Pourquoi c'est toujours nécessaire de faire un rappel de ce qu'est le racisme systémique et de faire des ponts entre tous les pays occidentaux? Pourquoi c'est essentiel comme ça qu'il y ait une union entre toutes les luttes? Bonjour. First of all, Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette discussion. Le film était très touchant et je vais dire quelques mots à ce sujet, si vous le permettez. Oui, vous pouvez, bien sûr. Merci infiniment à Rokhaya pour ses remarques introductives. C'est toujours formidable de te voir à ça et je suis toujours inspirée par l'esprit et la force de ta lutte. Oui, comme Rokhaya l'a dit, il s'agit d'une lutte internationale. Nous avons tendance à penser à la police, la brutalité policière raciste comme étant quelque chose de national ou de régional, quelque chose d'inhérent aux États-Unis. Très souvent aux États-Unis, on parlait du sud du pays et pas de la totalité des États-Unis. Nous y pensions comme quelque chose qui était connecté à l'Afrique du Sud, donc comme quoi seulement certaines régions vivaient un racisme si intense qu'il menait à la mort des personnes. Et si je peux dire quelques mots, ce film m'a vraiment touchée de manière très profonde. Merci infiniment au réalisateur. Et il y a eu un moment où je suis tombée amoureuse de la France à un certain moment. C'était mon premier amour académique. Et que s'est-il passé ensuite? j'ai appris le français. J'aimerais beaucoup parler le français. J'avais des amis français et aussi de l'Afrique noire. And I felt Et je sentais vraiment un rapprochement avec le pays qui avait proclamé la liberté, la fraternité. Mais la première fois que je suis venue en France, deux femmes de Martinique m'ont dit d'être très attentive. C'était en été 1962. Ces deux femmes m'ont dit d'être très attentive parce qu'il était possible qu'on me prenne pour une femme algérienne. Bon. La prochaine chose que je souhaiterais vous dire est que quand moi j'étais en prison, eh bien, il y a eu une très grande campagne pour ma liberté partout dans le monde. Mais en France, c'était tout à fait particulier. Ma sœur a participé dans une manifestation de centaines de milliers de personnes qui était menée par des artistes français, des intellectuels. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir cette relation toute particulière avec la France, bien que j'avais eu de nombreuses conversations avec des personnes quant au racisme en France et pourquoi celui-ci n'était pas reconnu. Je me souviens une fois avait été interviewée par Gaston Mounerville. J'étais extrêmement choquée d'apprendre qu'il y avait un
président du Sénat noir et il y avait une émission de télé pendant de nombreuses années après ça. Et j'ai été invitée à cette émission de télé et je lui ai posé la question quant à son expérience du racisme français. Et il m'a répondu. Le film vous a montré que oui, pour le coup. So over the last year, Donc, ces dernières années, alors que la prise de conscience s'est développée, en tout cas dans le cas autour du cas d'Adama Traoré et de nombreux autres cas similaires, I feel eh bien, je me suis sentie extrêmement triste. personal reaction. Ça a été ma réaction personnelle. J'étais très triste et en même temps très en colère. Et je crois que ce film nous a permis de voir la mesure dans laquelle les idéologies qui ont toujours été associées avec la France sont basées sur un mensonge. And so I don't know. This is my personal struggle. Ça, c'est ma lutte personnelle interne. I have been. I used to be invited to come to. Donc, on m'invitait régulièrement à venir en France et je crois qu'une fois que j'ai commencé à m'identifier publiquement avec la lutte des migrants, migrantes, la lutte de personnes arabes, la lutte Of African people. de personnes de descendance africaine, de musulmans, musulmanes, eh bien, les invitations à venir en France ont tari. So I just needed to say that. Et donc, j'avais besoin d'exprimer cela avant que nous puissions avancer dans la conversation quant à l'importance absolue de développer des campagnes internationales contre la police, les violences policières internationales. We shouldn't forget. Et permettez-moi de dire également qu'il ne faut pas oublier que de nombreux commissariats et départements de police dans le monde, y compris dans le monde, ont été formés par l'IDF, par l'armée israélienne. Et donc la connexion avec ce qui se passe actuellement à Gaza est extrêmement puissante. Just like to. Et j'aimerais maintenant remercier chacune d'entre vous pour votre participation à cette discussion et pour être le visage public de la lutte contre le racisme policier, contre le racisme systémique et d'être les personnes. Rokhaya, je sais que tu as énormément souffert des attaques que tu as subies. And so have you. Et toi aussi, Yasser, comme tu l'as souligné, et toi aussi, bien entendu, à ça également. So I guess I would say that. Ce que j'aimerais dire, c'est que si je réfléchis à ce à quoi la lutte contre le racisme, contre la violence policière structurelle, raciste, à quoi cela ressemblait il y a 30 ans, jamais je n'aurais imaginé que nous en serions là aujourd'hui. Mais en parallèle, c'est également une indication du fait que nous reconnaissons l'importance de l'internationalisme. Nous comprenons les bases du racisme structurel et que ceci a à voir avec le colonialisme et avec l'esclavage. Et c'est pourquoi des pays tels que la France, et peut-être que nous devrions également dire quelque chose au sujet de la Suisse, mais d'autres en ont déjà parlé. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci aux collectifs qui nous ont présenté ces cas. Angela, ça fait depuis les années 70 que vous luttez contre toutes ces oppressions. Est-ce qu'il y a quand même des notes d'espoir? Est-ce qu'il y a des choses positives que vous voyez s'organiser? Moi, je pense beaucoup aux réseaux sociaux, dans la capacité mobilisatrice qu'ils ont. Notamment, on a parlé pour les mobilisations concernant la mort d'Adama Traoré et d'autres en France. Je pense aussi à la mort de Naël. On va y revenir juste après avec Yasser. Et justement, qu'est-ce que vous voyez de positif? Qu'est-ce qui peut nous donner espoir pour continuer encore? Parce qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce combat-là. Comment on peut continuer de voir la lumière au bout du tunnel? Well, I always like Eh bien, to Mariam Kaba. j'aimerais me référer à Mariam Kaba, qui est une activiste aux États-Unis, qui souligne que l'espoir n'est pas quelque chose que nous avons. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit
to be given or Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne ou qui acquired. est acquis. It's what she calls a L'espoir discipline. est ce qu'elle appelle une discipline. L'espoir est une discipline. Simply Donc ce n'est pas simplement d'avoir une relation passive à l'espoir. Il s'agit de générer de l'espoir, il s'agit de créer de l'espoir. Et ça, c'est le travail des activistes. Au moment où nous luttons, we're struggling que nous luttions contre la suite, les conséquences du colonialisme, du capitalisme, que nous luttions contre l'homophobie, contre le sexisme, eh bien, nous avons besoin de croire qu'un autre monde est possible. Si nous ne croyons pas qu'un autre monde est possible, alors nous ne serons plus en mesure de lutter. Et donc, dans le processus de nous impliquer dans ces luttes, nous générons de l'espoir pour nous, de l'espoir pour les générations futures. Yasser, justement, je voulais que tu réagisses sur cette notion-là à la fois d'internationalisation des luttes, mais surtout de convergence des luttes, parce que c'est un propos qui est, je crois que le réalisateur voulait central dans le documentaire, c'est cette façon de dire que quand ils s'en prennent aux minorités d'entre vous, c'est qu'ils vont continuer en fait d'élargir leur répression et leurs oppressions. On le voit justement quand vous dénoncez ce qui se passe pour les militants, enfin les répressions policières contre les manifestations des écolos par exemple. Je pense aussi à ça qui a rejoint aussi les manifestations des Gilets jaunes à un moment donné. Donc c'est cette nécessité à un moment donné de dire on fait corps en tant que société, en tant que peuple opprimé, en tant que minorité opprimée dans un pays. Pourquoi c'est important que ce soit dans le documentaire justement d'alerter là-dessus, de dire ils ne s'en prennent pas qu'aux Arabes et aux Noirs en réalité, ils s'en prennent à nous tous? Alors, c'est que le thème central du film, c'est toujours en fait, on commence toujours par un groupe et ensuite, l'aiguille se tourne vers le groupe de plus en plus central. En ce qui concerne la France, et les exemples ne manquent pas avec les mobilisations des dernières années, c'est que disons que entrons dans la logique des luttes déconnectées les unes des autres, peu importe, racisme, sexisme, tout ce qu'on veut, écologie, etc. Tous vont pointer vers le même problème. La violence de l'État, la non-transparence des institutions, la violence qui s'exerce à tous les échelons, que ce soit une violence médiatique, policière, la mobilisation des institutions pour faire taire les opposants, etc. Les plaintes des femmes victimes de violences conjugales qu'on ne prend pas, etc. Tous vont vous dire, voici le problème. Mais en même temps, personne ne se dit, je dénonce le même adversaire, il dénonce le même adversaire, et à aucun moment, enfin en tout cas rarement, on voit ces différentes luttes converger en se disant, mais nous subissons l'oppression du même oppresseur. Et ça, malheureusement, c'est qu'il y a toujours un certain biais, particulièrement dans les populations majoritaires, et spécifiquement ici en Europe, pour avoir vécu aux États-Unis, au Texas, pas loin d'où vient Madame Davis, c'est qu'on se sent toujours à l'abri quand c'est les autres qui sont attaqués. On se dit, oh, de toute façon, c'est Arabes, c'est Noirs, c'est banlieues, etc. Et puis, on s'en accommode. Cornel West, il a une phrase qui est assez intéressante où il dit « On s'accommode lâchement de l'injustice ». Parce qu'on ne la subit pas. Et à un autre moment, on va voir, lorsque le groupe majoritaire est ciblé, dire « Ah, mais on a vu la police taper sur les Noirs et les Arabes et on ne s'est pas senti concerné. » Donc là, vraiment, il faut que les personnes qui font partie du groupe majoritaire se disent « Est-ce qu'on ne se complaît pas dans un certain privilège en se disant « Tant que cette violence s'exerce sur les autres, ça ne me concerne pas. » Et en même temps, à force de voir cette violence s'abattre sur les Noirs, les Arabes, les Roms et les populations marginalisées, quelque part on se dit ces corps-là peuvent subir cette violence-là, on n'a pas à s'en faire. Et c'est vrai que, en tout cas me concernant, particulièrement quand ça s'est exacerbé après 2015, c'est que, et là peut-être que je vais faire une confession qui pourrait choquer, mais j'ai eu du mal à avoir de la sympathie pour des mobilisations qui dénonçaient les violences policières, après que ces mêmes populations-là, pendant 20-30 ans, n'ont absolument rien dit. Et pour le cas de la France, on a vu que la violence de la police nationale et municipale a quitté la banlieue et s'est abattue sur les centres-villes. Et j'avais même dit ça pendant les mobilisations de Nuit debout, c'était arrivé justement après 2015, et j'avais dit ouvertement, écoutez, tant que vous ne convergez pas vers la banlieue, vous allez finir comme elle.
Et oui, ça applaudit, ça fait des clapotis, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience de ce privilège-là. En même temps, on voit que mouvement générationnel oblige, beaucoup se saisissent de ces questions-là et se disent, en fait, je le refuse pour des raisons de principe, mais en même temps, je me rends compte que les Gilets jaunes ont subi les violences de la même police qui tue des Noirs et des Arabes. La mobilisation contre la réforme des retraites a été écrasée dans le sang aussi par la même police qui tue des Noirs et des Arabes, et auquel cas, il faut se sentir concerné. Pour terminer sur ce qui s'est passé après 2015, ce qui a été profondément, en tout cas ce qui m'avait révolté et qui m'a poussé à avoir un discours très critique vis-à-vis de la gauche française et particulièrement de la gauche parisienne, qui aime bien avoir un certain fétichisme sur les mouvements de lutte décoloniale, mais qui n'écoutent jamais les Noirs et les Arabes d'aujourd'hui lorsqu'ils ont des idées à partager. C'est en pleine réunion, j'entends des militants de gauche aguerris, qui ont commencé bien avant moi, voire même avant ma naissance, et qui commençaient à compter les violences de l'état d'urgence à partir de la COP21. Ça veut dire que pendant les semaines qui ont suivi les attentats du Bataclan jusqu'à la COP21 qui avait lieu, je crois, 4 ou 5 semaines plus tard, ça ne comptait pas. Donc toutes ces familles qu'on a traumatisées, j'étais quand même à l'époque dans une organisation où on comptabilisait ces actes-là, on voyait des femmes arrachées de leur lit, des enfants traumatisés devant leurs parents, des portes défoncées, etc. On a vu des mosquées qui ont été saccagées gratuitement, enfin la mosquée était vide, et dans le cas de la mosquée d'Aubervilliers par exemple, on avait le recteur qui disait « Attendez, j'ouvre la porte », et les policiers ont dit « Non, on défonce les portes ». Malgré ça, on a des militants de gauche qui vous disent le problème a commencé lorsque la police s'est abattue sur la COP21. Et j'ai de l'espoir parce que les générations suivantes commencent vraiment à normaliser cette espèce de convergence. Je viendrai à la convergence des luttes, si tu me le permets. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, malgré tout, des figures de gauche censées être plus jeunes que les générations précédentes adhèrent aussi à ce discours de l'État lorsqu'il s'en prend particulièrement aux musulmans. Le dernier exemple en date, c'est Sophie Binet qui dirige la CGT, quand même une organisation qu'on ne peut pas soupçonner d'être proche du pouvoir, et qui a soutenu la chasse au abaya dans les écoles. François Ruffin, qui se pose comme candidat de gauche, qui rassemble. Alors, le jour de la manifestation contre l'islamophobie, il avait match de foot. Et lorsqu'il y a la mobilisation, lorsque l'État fait sa rentrée politique sur fond d'interdiction de l'abaya, François Ruffin dit aussi, en gros, que la loi de 2004, d'interdiction du foulard dans les écoles, c'était une loi qui protégeait la laïcité. Excusez-moi du terme, j'ai envie de vous dire, foutaise et supercherie intellectuelle. Et je le dis, je sais qu'en France, ce n'est pas très populaire. La loi de 2004 viole la laïcité, puisque la laïcité... c'est qu'on est passé d'une laïcité qui impose la neutralité religieuse de l'État à une laïcité qui impose l'invisibilité des personnes qui ont une religion, particulièrement la religion musulmane. Et cette loi de 2004 était passée avec un débat qui était tronqué. La commission Stasi, où on a exclu les femmes voilées, mais on a invité le Front National, etc. Et d'entendre un candidat potentiel à la présidentielle qui se veut comme candidat rassembleur, mais qui oublie de rassembler les musulmans, les noirs, les arabes et les quartiers avec lui, il y a un moment où on se dit, mais pendant combien de temps encore est-ce que vous allez traîner avec vous cet art raciste que vous ne voulez pas assumer ? Je termine juste 30 secondes, promis Nesrine, sur la question de convergence des luttes. C'est un beau slogan, mais cette convergence des luttes, elle ne se décrète pas. Elle se fait au quotidien. C'est d'agir ensemble parce que, à force de côtoyer des personnes, on finit par créer de la chaleur humaine. On finit par avoir des projets communs. Et une fois qu'on a des projets communs, on a des ambitions communes. Et avec ambitions communes, on a des horizons communs. Et ces horizons communs qui sont cachés par la peur imposée par l'État, on peut les dépasser une fois qu'on accepte que la vie d'un autre ne vaut pas plus que la mienne, mais surtout, encore une fois, lorsqu'on s'en prend à lui, je suis le prochain sur la liste. Ce n'est pas une question de
quand, pardon, c'est pas une question de est-ce que ce sera possible, c'est une question de quand. On va passer un temps d'échange avec le public. J'ai bien vérifié le compteur pour vous laisser 20 minutes d'échange, même si j'ai encore toute une liste de questions. Sincèrement, vous avez tellement parlé de choses intéressantes que j'ai pas fini moi de vous poser des questions. J'ai quand même envie de préciser quelque chose parce que dans le film, c'est aussi un élément important. C'est le côté très poussif des syndicats policiers à toujours demander plus, notamment à demander à être armés, demander à plus de choses. Et je voulais en parler parce qu'il y a eu cette volonté d'étendre la légitime défense avec la loi de 2017 relative à la sécurité publique. On a eu un cas qui nous a beaucoup marqué en France, qui est la mort de Naël l'année dernière quand il a été abattu à bout portant par un policier. Il continue à avoir beaucoup de morts aujourd'hui en France pour ce qu'on appelle des délits de fuite. Donc il y a eu Wanis il n'y a pas très longtemps, il y a eu Rayana juste avant Naël. Enfin, pour rappeler aussi qu'il y a un côté très poussif du côté de la police pour justement toujours avoir davantage de pouvoir. Et l'intitulé de notre échange, c'est « Qui gardera les gardiens ?» Évidemment, j'ai vu cette phrase, je pense qu'on est beaucoup à y avoir pensé aussi. On pense à la phrase de La Haine, quand un policier dit à un personnage la police est là pour vous protéger, et il lui répond et qui nous protège de la police. Donc je vous donne la parole dans le public pour que vous puissiez poser des questions, mais je pense que c'est important qu'on pose cette question de la présence policière. Est-ce qu'on peut se passer de la police? Je sais que André Kuhn est parmi nous, qui est un professeur de droit et en criminologie. Je ne le vois pas lever la main, donc peut-être qu'il n'est pas venu. Ah, il est là-bas, voilà. Donc il peut aussi nous en parler parce que quand il y a eu un mouvement de grève en France des policiers, il a posé cette question-là. Est-ce qu'on peut se passer à long terme de la police? Donc si vous voulez commencer par prendre la parole, et puis ensuite on peut faire circuler le micro dans la pièce. Merci beaucoup. En fait, je ne suis pas du tout un spécialiste du racisme, mais donc plutôt des études criminologiques et, entre autres, des études sur la police. Et quand on essaye de faire des études sur la police en criminologie en Suisse, on est face à un mur, on n'obtient pas de financement, et donc on a très peu de réponses aux questionnements qu'on se pose. Et par exemple, est-ce que davantage de policiers prévient le crime ou provoque le crime? Ou est-ce que plus de policiers génèrent de la sécurité ou génèrent de l'insécurité, etc. Ben, tout ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et donc, le fait que des policiers disent vouloir se mettre en grève, ben, pour moi, ma première réaction a été de dire, eh bien, enfin, on va pouvoir mettre ce genre d'hypothèse on va pouvoir voir si la réalité, dans quel sens elle va. Et donc, j'ai rêvé d'une police qui se mette en grève pour avoir moins de policiers sur le terrain et pour pouvoir essayer de déterminer quels sont les effets que ça pourrait avoir. Alors, évidemment, ça a été un pavé dans une petite gouille d'eau, puisque les policiers, finalement, n'ont pas fait grève. Mais parce que, finalement, si on demande aux gens, et j'en reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, si on demande aux gens à quoi sert la police, souvent, on nous répond, c'est le maintien de l'ordre, c'est les gardiens de la paix. Mais si on pense de cette manière-là, ça veut dire qu'à chaque infraction qui est commise, et je rappelle juste qu'on en a à peu près 500 000 par année sans compter la circulation routière, la police est mise en échec. En d'autres termes, la police échoue perpétuellement. C'est ça la connaissance scientifique. Et quand on met cette connaissance scientifique en avant, eh bien, on nous répond oui, mais s'il n'y avait pas de police, il y en aurait encore plus. Et finalement, tout ça, ce n'est qu'hypothèse. Et les hypothèses ne peuvent pas être mises en parallèle à des connaissances. Il faut d'abord les tester et mettre ces hypothèses à l'épreuve de la réalité. Et c'est à ça que je pensais lorsque je disais, mais s'il vous plaît, mettez-vous en grève et ça nous permettra de peut-être savoir si vous avez un effet ou positif ou négatif. En réalité, puis je terminerai par là parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps, puisque c'est beaucoup plus intéressant d'entendre les gens qui parlent vraiment du sujet, mais il y a finalement deux grands types de policiers, de police. C'est une police qui cherche
à déterminer qui sont les criminels et qui sont de les trouver. Alors dans ce cadre-là, la police fonctionne relativement bien, son taux d'élucidation est assez élevé. Et par contre, si on s'éloigne de la police réactive et proactive qui cherche les criminels après les infractions et qui donc n'évite pas les infractions, eh bien on se tourne vers la police dissuasive, enfin ou la police en tout cas préventive. Et dans la police préventive, il y en a deux sortes. Une police qui est plutôt dissuasive, qui nous vient des années 1800 avec Joseph Fauché, un Français, qui partait de l'idée que le maintien de l'ordre passait par une police violente. Et vous avez une autre forme de police, non pas dissuasive mais préventive, qui est la police de proximité, qui a été créée par Robert Peel en Grande-Bretagne. Robert Peel qui avait le surnom de Bobby, ça a donné les Bobbies, qui sont en fait des polices plus aidantes, plus proches de la population et destinées à aider la population. Ces polices de proximité, vous en trouvez dans les koban japonais. On pourrait imaginer des polices de grands frères avec des policiers issus finalement des mêmes cultures que les habitants de certains quartiers, enfin, etc. Et entre ces deux visions, finalement, notre société a le choix. Nous avons le choix d'une police préventive qui est une police au service des autorités, qui sera dissuasive et violente, et ou d'une police plutôt, enfin préventive, plutôt au service de la population. Et ce choix, nous pouvons le manifester par l'intermédiaire des élections, et ici en Suisse par l'intermédiaire de votations en plus. Merci pour votre intervention. Je pense que les deux micros sont en train de circuler dans la salle. Si vous avez des questions sur notamment la police, les violences policières, le racisme, je pense que les trois invités se feront un plaisir de vous répondre. Peut-être que même Rokhaya, si tu as envie de prendre la parole, non. Je vois des mains se lever là-bas. Il y a quelqu'un là-bas au fond aussi, qui a déjà le micro. Bonjour, merci à tous et toutes pour la qualité des débats. Thank you, Angela, for reminding us. Merci Angela, merci de nous avoir rappelé un certain nombre de choses. Qui nous est demandé quand on veut lutter. Parce que, en fait, moi, je n'ai pas d'enfant, mais par exemple, j'ai pas du tout de mal à me battre pour le droit des crèches, pour mes collègues. Il y a plein de choses qui ne me touchent pas, pour lesquelles je pense qu'il est important de se battre. Mais pourquoi, quand je fais partie d'un collectif féministe, on me dit, mais en fait, la question du racisme, on la traitera plus tard. Pourquoi, à chaque fois, la question du racisme est une question qu'on peut mettre de côté, et comment, autrement que par le séparatisme qui est reproché aux gens qui veulent lutter pour des droits égaux, donc on les accuse de séparatisme, mais en fait, on est obligé de se séparer pour pouvoir porter des messages qui nous touchent d'abord, mais qui toucheront tout le monde ultimement. Merci. Well, first of all, thank you. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir posé cette question et de l'avoir posée de cette manière. Alors, lorsque je pense féminisme, c'est toujours un féminisme antiraciste. Toujours. C'est toujours un féminisme qui est anticapitaliste. Et donc je pense que le problème, c'est que le féminisme est souvent représenté de manière abstraite. Or, lorsqu'il est représenté de manière abstraite, on dirait qu'il n'a rien à voir avec le racisme ou avec le capitalisme. Alors qu'en fait, on ne vit pas nos vies dans une abstraction. On ne vit pas dans des contextes abstraits. Il est toujours primordial d'être explicite. Peut-être notamment en Suisse, notamment en France.
Je connais pas aussi bien la Suisse que la France. Je sais qu'il y a un mouvement féministe très fort qui se trouve être anticolonial, décolonial, antiraciste. Alors, je peux peut-être répondre très brièvement aux commentaires sur le rôle de la police. Oui, oui, bien sûr, vous le pouvez. Moi, ça fait de très longues années que je participe au mouvement pour l'abolition des prisons. Alors, on ne dit pas il nous faut de meilleures prisons, il nous faut améliorer les prisons. En effet, on se rend compte que l'état des prisons aux États-Unis, mais à l'international aussi, est lié étroitement à l'hypothèse que les prisons, ce sont des établissements permanents et qu'il n'y a pas d'autre solution. Foucault avait dit que l'histoire même des établissements pénitentiaires, c'est l'histoire des tentatives de réforme du système pénitentiaire. Alors, l'abolition, ça ne se résume pas à améliorer les prisons. C'est la possibilité d'une vie sociale, d'une vie politique, sans devoir dépendre de ces institutions qui sont de la violence institutionnalisée, qui l'incarnent. Alors on peut extrapoler cela à la police. On ne veut pas améliorer la police. En effet, en premier lieu, la police, par essence, est formée à la violence. La police incarne la violence d'État. C'est ce que fait la police. Il serait peut-être mieux de poser la question du sens de la sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, d'être en sûreté? On renvoie à la prison les questions de criminalité, de sanctions de la criminalité. Eh bien, on renvoie à la police les questions de sécurité et de sûreté. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire d'imaginer la question de la sûreté et de la sécurité différemment? Si l'on formulait la question de manière plus large, à quoi cela ressemblerait? Il ne s'agirait plus de prévenir la violence par la violence. Il ne s'agirait plus d'une situation immédiate pour laquelle on appelle la police afin qu'elle la gère. Il s'agit de sûreté, de sécurité d'une manière plus large. Et ça impliquerait tout un tas de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la police elle-même. Cela impliquerait les écoles, l'éducation, un logement pour tous. Ça impliquerait de réimaginer ce que cela veut dire de vivre ensemble dans une société humaine. Après cela, il se peut qu'on se pose des questions quant à ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour réagir à une situation spécifique de violence. Mais le simple fait que la police, qui est formée à la violence avant tout,
est appelé pour gérer un petit peu tout. Quelqu'un qui décompense, qui a un problème de santé mentale, qui décompense, on appelle la police. Or, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais bien souvent, cela arrive aux États-Unis. Je sais que cela arrive en Israël, cela arrive en Palestine. Eh bien, bien souvent, les gens finissent par être tués alors qu'ils n'ont que des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser la manière que l'on a de garantir que les gens sont en sûreté dans le monde dans lequel on vit? Ça impliquerait de réfléchir à tout un tas d'autres institutions. Et pas que les institutions impliquant des humains armés qui ont recours avant tout à leurs armes afin de résoudre un incident spécifique, un incident particulier qui advient. Alors moi, je dirais que nous devons abolir la police. Merci Angela. Et pour répondre à la question de la police, vous disiez qu'on avait le choix, on n'a pas le choix. Si on avait le choix, je pense que Adama Traoré ne serait pas mort ce 19 juillet 2016. Si on avait le choix, beaucoup de noms qui ont été cités ici aujourd'hui et cette longue liste ne seraient pas morts aujourd'hui. En fait, il faut revenir dans l'histoire, c'est comment la police, et je vais parler de la police française, comment la police a été créée. Elle a été créée sur des bases racistes. Et quand une police est créée sur des bases racistes, elle ne laisse pas le choix de vie ou de mort sur des personnes de couleur. Et quand on regarde les personnes qui meurent aujourd'hui, il y a un chiffre qui est sorti l'année dernière, pour ne pas aller très loin, en France sur le refus d'obtempérer, je crois que c'est 15 ou 16 morts qu'il y a eu par an. Et dans ce refus d'obtempérer, ce sont que des personnes de couleur, des personnes noires, des personnes arabes. Le refus d'obtempérer, que ce soit en France, dans le monde entier ou en Suisse, il y a des refus d'obtempérer, on peut en avoir tous les jours et constamment et tout le temps. Et on fait le choix, de tirer, on fait le choix d'abattre, on fait le choix de mettre une balle dans la tête de personnes de couleur. Si on avait le choix, on ne sortirait pas à ces chiffres-là. C'est qu'aujourd'hui, on a un problème de reconnaissance d'histoire, on a un problème de reconnaissance du rôle de la France ou du rôle de d'autres colonisations dans l'esclavagisme et dans la colonisation. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas leur rôle et qu'ils n'assumeront pas que la police française a été faite et créée sur des bases racistes, on ne pourra pas avancer. Et assumer qu'il y a du racisme, ce n'est pas une faiblesse, mais assumer qu'il y a du racisme au sein des institutions, au sein de la police, et pouvoir sauver des vies. Et c'est important. Dans la colonisation française, le premier document officiel qui a été fait pour l'esclave noir, la pièce d'identité, quand un esclave noir sortait dans la rue, on avait le droit de l'abattre quand il n'avait pas sa pièce d'identité. Adama Traoré sort ce jour-là, n'a pas sa pièce d'identité, qui est une prolongation de nos vies. Cette pièce d'identité est une prolongation de vie pour les personnes de couleur. La France, et comme d'autres pays, ont été condamnés par la Cour européenne pour le contrôle facial. C'est pas pour rien, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites, ce sont les faits. Il y a eu des condamnations officielles qui ont été faites. Et aujourd'hui, on a une police qui est raciste et on a des États surtout qui n'assument pas qu'il y a du racisme. Si on avait le choix de choisir sa police, et ça veut dire que déjà il devrait avoir un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un discours qui est très très fermé. Quand mon frère va mourir, quand George Floyd va mourir, et qu'on va faire la manifestation, ces deux manifestations, c'est la première qui va avoir au mois de juin. On a la police française, parce qu'on va demander et on va dénoncer ces techniques d'immobilisation qui sont là et qu'elles soient interdites. Et je crois qu'à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, si je me rappelle bien, qui avait dit qu'ils allaient réfléchir à pouvoir l'interdire. Et nous avons des policiers français qui sont descendus dans la rue pour poser leurs menottes en disant qu'il en est hors de question. Ils veulent continuer à utiliser des techniques d'immobilisation qui tuent et qui tuent majoritairement et que des personnes noires, arabes et de couleur. Et
l'État va reculer. Et quelques jours après, nous allons faire la manifestation le 13 juin. Nous avons la police française, les syndicalistes français qui vont faire un appel sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en disant à Stein, dans une banlieue, il y avait des artistes peintres qui ont mis le visage d'Adama Traoré et de George Floyd. Ils ont fait un appel sur les réseaux sociaux en disant qu'ils appelaient les autres policiers à venir avec des pots de peinture pour effacer le visage d'Adama Traoré et de George Floyd. Et c'est pour dire que même nos morts n'ont pas le droit d'exister, même en étant morts. Même en étant morts, ils vont jusqu'au bout en disant qu'on doit effacer leur visage. Et ça, c'est pas une question, une police où on a le choix, c'est une question c'est une police qui est raciste. Et parce qu'elle a été fondée sur des bases racistes. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut assumer. Tant que l'État n'assumera pas ça, on va continuer. Tu as parlé de Naël tout à l'heure. La mort de Naël, c'est une jeunesse qui est complètement cassée. Parce qu'on a cassé cette jeunesse. Et surtout ces hommes. C'est des hommes qu'on broie de l'intérieur. C'est des hommes qu'on casse de l'intérieur. Et quand il y a eu ces révoltes en France, et on a même des personnes, des quartiers, même des personnes comme nous qui vont dire mais pourquoi ils font ça? Ils ne devraient pas faire ça. Mais en fait, on a appris à cette jeunesse à ne pas aimer le pays, son pays. On a appris à cette jeunesse à ne pas aimer la France parce que c'est des enfants, déjà des enfants qu'on a dès leur enfance humiliés, qui ont subi des humiliations, des brimades. Un enfant qui subit un contrôle d'identité à l'âge de 12 ans. On a vu dans le reportage Amin Bentounsi. Amin Bentounsi, à l'époque, était le premier détenu le plus jeune qui allait en prison. Je crois qu'il avait 13 ans. Et c'est à 13 ans, on met un enfant en prison. À 13 ans, on subit des humiliations. Et avant d'arriver aux violences policières, on parle des institutions scolaires aussi, où aussi on subit des humiliations quand on n'a pas sa place. C'est aujourd'hui qu'on pointe le doigt sur le fait qu'il y a les enfants hyperactifs, les enfants qui ne voient pas bien ou qui entendent mal. Mais ce n'était pas pour les enfants de couleur avant. C'est des enfants qu'on mettait de côté parce qu'on ne se souciait pas de leur état de santé. Et c'est des enfants qu'on mettait et qui allaient chercher des groupes extérieurs, dehors. Ces violences-là, elles viennent de là. Et tant que l'histoire... C'est pour ça que c'est important de rappeler l'histoire, tant qu'on n'y aura pas une reconnaissance dans l'histoire. Et quand on parle de reconnaissance dans l'histoire, c'est pas à partir de nous, mais c'est à partir de nos ancêtres, c'est à partir de nos parents, de ceux qui ont fait la guerre. Mes grands-parents, à moi, ont fait la guerre 39-45, comme dans beaucoup de pays européens. Et tant qu'on n'aura pas reconnu ça, qu'on n'aura pas imposé. Mais imaginez-vous si on avait reconnu à leur juste valeur nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on les avait reconnus comme des héros. Aujourd'hui, on ne dirait pas Assa Traoré, on dirait la petite fille d'un héros. Je serais considérée comme la petite fille d'un héros. Et si on avait considéré nos arrière-grands-parents comme des héros, on ne peut pas tuer des enfants de petits héros. Donc c'est complètement pensé. Ça veut dire qu'à l'époque, au moment de la colonisation, quand il y a cette maltraitance, quand il y a cette non-reconnaissance, quand on les efface de l'histoire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que si on considère nos ancêtres comme des héros, on est obligé, par la force des choses, de nous considérer, nous, comme des héros. Si mes grands-parents avaient été considérés comme des héros, je serais aujourd'hui la petite fille j'aurais le titre et le statut de la petite fille d'une héroïne, et comme beaucoup d'entre vous ici. Et bien évidemment, ils étaient obligés d'enlever ça pour pouvoir tuer leurs enfants et leurs petits-enfants, pour pouvoir tuer Naël, pour pouvoir tuer toute cette jeunesse, tous ces jeunes garçons qu'on a mis en prison. Il faut savoir qu'au mois de juin, on les a tous mis en prison. Ils ont tous pris des grosses peines et personne n'était là, en tout cas, pour monter au front, pour pouvoir les dénoncer. Tous ceux qui ont dit pourquoi ils font ça, ils sont encore aujourd'hui en prison. C'est une jeunesse qu'on casse. Ce sont des espoirs. C'est des espoirs qu'on enlève. Et comme Angela Davis le disait tout à l'heure, on ne peut pas lutter si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'espoir. Ils ont compris ça. Et à travers tout ça, et à travers ces violences-là, à travers cette violence policière, ce sont ces espoirs et ces rêves qu'on enlève. Je crois qu'on a dépassé le temps imparti. Merci beaucoup à ça. Je ne sais pas si je suis autorisée à poursuivre un peu plus, parce que je pense que Yasser voulait réagir aussi sur la notion de police. Peut-être quelque chose à dire même sur la notion de police de proximité. Non, je crois que... je suis désolée, on a débordé. Je pense que vous aviez tous des milliers et des centaines de questions à leur poser. Ah, attendez, peut-être que... On a 2 minutes. Peut-être que je donne la parole. On est d'accord, je donne la parole à Yasser sur la question de la police. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de prendre la question parce que tant que vous la posez, même moi, regardez, je parle vite pour pas trop saturer l'espace. Je donne la parole à Yasser sur la question de la police.
Merci. Je vais juste rappeler certains éléments, en tout cas pour la police française. On a beaucoup parlé d'histoire, mais en ce qui concerne la police, on oublie que la police nationale, telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, elle est née sous un décret signé le 14 août 1941 par Philippe Pétain. Gardez ça en tête. Quand on parle des bases racistes de la police, on remonte directement à Pétain, en tout cas pour la police nationale centralisée, telle que nous la connaissons. Pas l'idée d'une police en remontant à Fouché, par exemple. Deuxièmement, c'est que cette même police, son premier accomplissement, ça n'a pas été d'arrêter les voleurs, de défendre la veuve et l'orphelin, ça a été sous René Bousquet de déporter 3000 juifs. Pétain, Bousquet, les juifs. 3000 déportés, on connaît bien entendu la rafle du Veldiv, et René Bousquet avait été lui-même courtisé le chef des SS en France, Wolberg, je crois qu'il s'appelait, pour lui dire « la police est capable de rendre des grands services ». Donc vous avez une police qui est née sous la main de traîtres qui ont collaboré. Et cette même police... Et cette même police aujourd'hui, pour revenir à la thématique centrale qui est qui surveille ceux qui nous surveillent, tant qu'elle n'a pas été purgée, je rappelle encore une fois, après les Juifs, c'était 61 avec les 200 à 300 Algériens qui ont été jetés dans la Seine par cette même police nationale. Et à aucun moment, on a remis en question non seulement la genèse de la police, ni son idéologie qui la maintient en tant que corps constitué, et encore moins la formation des policiers aujourd'hui avec les excès. Donc on voit bien qu'on a une police qui est là pour perpétuer un mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, qui surveille ceux qui nous surveillent? En fait, c'est nous. Le problème, c'est qu'on a délégué notre avenir à une institution aussi opaque, brutale et autoritaire que l'État, qui exprime cette autorité via une police, comme on vient de le voir, elle-même raciste et devenue hors de contrôle. Et il faut garder en tête qu'en juin auront lieu les JO de Paris, que les JO de Paris serviront de terrain de pratique pour la surveillance de masse, telle qu'on n'a jamais vue, ça veut dire des vidéos de surveillance avec les algorithmes et la reconnaissance faciale, qui peut suivre une personne dans toutes les rues de Paris et même prédire certains comportements. Et donc, on voit bien que c'est parce qu'il y a une certaine, je dis certaine pour rester un peu diplomate, une certaine démission de la plupart, ou en tout cas de beaucoup d'entre nous, et nous tendons à croire que la police, oui, la plupart du temps, fait son travail à notre service. Non, elle est censée être un service public, or elle ne l'est plus, c'est un service de l'État. Et deuxièmement, lorsqu'on demande des comptes à cette police, en passant par l'IGPN, on voit bien que l'IGPN reprenait le rapport de 2019, écrit texto dans un des 3 bullet points, c'est redorer l'image de la police et valoriser la police. Donc là, aujourd'hui, c'est à chaque citoyen de se demander quelle est sa part de responsabilité incompressible qu'il peut porter. Tout le monde ne peut pas être Angela Davis ou d'autres militants, mais chacun peut porter une responsabilité qui est la sienne, parce que s'ils sont des faits, personne ne portera cette responsabilité-là. Les militants ne peuvent pas tout faire, les militants ne peuvent pas tout affronter tout seuls. Et lorsque certains s'exposent, comme Assa ou Rokhaya ou d'autres, à la répression brutale de l'État, sachez que leur force, c'est vous tous et c'est nous tous. Mais parce que l'État et sa police savent que tel ou tel militant ne sont pas soutenus, sont isolés, ou bien que leur combat n'est pas porté par les premiers concernés, c'est là qu'on a des surveillants qui sont hors de contrôle. Merci à vous. Je vais faire un petit mot de fin. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. Merci à Yasser Louati. Merci à Assa Traoré. Merci, Madame Angela Davis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à cet échange. C'était passionnant de vous écouter. Bravo pour tous vos combats, pour tout ce que vous menez, pour tout ce que vous nous apportez. Je pense qu'on est chargé d'énergie là pour malheureusement les années qui nous restent pour lutter. Merci beaucoup.